Je hais les voyages et les explorateurs. Et voici que je m'apprête à raconter mes expéditions. Mais que de temps pour m'y résoudre. 15 ans ont passé depuis que j'ai quitté pour la dernière fois le Brésil, et pendant toutes ces années, j'ai souvent projeté d'entreprendre ce livre. Chaque fois, une sorte de honte et de dégoût m'en ont empêché. Les circonstances sont très largement biographiques. Enfin, c'était une période assez mouvementée de mon existence, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel, puisque j'avais subi des échecs à ce moment-là. Et pour ces deux raisons, bon, j'avais un peu le sentiment que au fond, je ne ferais jamais une carrière et que j'étais un peu tombé dans l'isolement. Avec une audace extraordinaire, Lévi-Strauss a donc écrit Triste Tropique en écrivain, disant « Voilà comment j'ai vu et qui je suis ». Quelle audace! Et s'affirme. Faut-il narrer par le menu tant de détails insipides, d'événements insignifiants? L'aventure n'a pas de place dans la profession d'ethnographe. Elle en reste seulement une servitude. Elle pèse sur le travail efficace du poids des semaines ou des mois perdus en chemin. Des heures oisives pendant qu'un informateur se dérobe. De la faim, de la fatigue, parfois de la maladie. Et toujours de ces 1000 corvées qui rongent les jours en pure perte et réduisent la vie dangereuse au cœur de la forêt vierge à une imitation du service militaire. Les vérités que nous allons chercher si loin n'ont de valeur que dépouillées de cette gangue. Mallory, qui fondait la collection Terre humaine, m'a demandé d'être un des titres. Je me suis dit, allons-y, je n'ai plus rien à perdre et je peux me permettre de raconter tout ce qui me passe par la tête. Et c'est dans ce sentiment de liberté que j'ai écrit Triste Tropique que, alors vous me parlez de son plan, de son organisation, je l'ai un peu conçu comme un opéra, avec des grands airs, des récitatifs, des donc parties qui tendent à expliquer au lecteur ou à l'auditeur ce qui est en train de se passer, d'autres qui cherchent à l'émouvoir. Enfin. C'est donc un aventurier, en acceptant d'écrire ce livre pour cette collection en devenir, mais aussi un explorateur d'une œuvre à venir, qu'il sentait intuitivement. Et il s'y est attaché avec une telle fougue qu'il a écrit un livre d'une grande subjectivité, alors qu'il est, comme chacun sait, le père du structuralisme, donc attaché à l'objectivité. Il y a là la rencontre de deux hommes. Quand je suis rentré du Brésil au début de 1939, ma première idée avait été d'en faire le sujet d'un roman. Il se trouve
qu'en 1935, alors, lors de mon premier voyage au Brésil, sur le bateau qui nous amenait là-bas et qui mettait 19 jours à faire la traversée parce que c'était un cargo qui faisait énormément d'escales. À bord de ce bateau, je m'étais un jour à signer une sorte de travail, une sorte de tâche, qui était de décrire de la façon la plus exacte possible un des couchers de soleil que je pouvais contempler sur le pont du bateau. Quand j'ai écrit Triste Tropique, j'ai redonné en quelque sorte à ce coucher de soleil sa véritable origine, en le remettant sur le plan de bateau où en 1935 je l'avais effectivement écrit. Je comprends alors la passion, la folie, la duperie des récits de voyage. Ils apportent l'illusion de ce qui n'existe plus et qui devrait être encore, pour que nous échappions à l'accablante évidence que 20 000 ans d'histoire sont joués. Il n'y a plus rien à faire. Cette civilisation n'est plus cette fleur fragile qu'on préservait, qu'on développait à grand-peine dans quelques coins abrités d'un terroir riche en espèces rustiques, menaçantes sans doute par leur vivacité, mais qui permettaient aussi de varier et de revigorer les semis. L'humanité s'installe dans la monoculture. Elle s'apprête à produire la civilisation en masse, comme la betterave. Son ordinaire ne comportera plus que ce plat. Lévi-Strauss, com esse livro, que foi publicado em 55, ele antecipa muito do que a chamada antropologia pós-moderna tenta fazer hoje. Transformar o pesquisador numa pessoa de carne e osso, manifestada na própria obra, onde ele aparece no centro do seu discurso, não é? E, além do mais, revela um grande escritor, né? Mercê desse livro, ele foi conduzido à Academia Francesa, né? A entrada de Lévi-Strauss na Academia Francesa foi posteriormente desse livro, que teve um sucesso enorme, não só na França, como fora dela. Em 1967, nós lançamos aqui no Brasil esse movimento que ficou conhecido com o nome de tropicalismo, por causa de uma música que eu compus, em que botei o nome Tropicália, tirado de uma obra do artista plástico, o nome tirado de uma obra do artista plástico Hélio Oiticica. Por ter o movimento esse nome, um amigo meu cineasta, não é, Leon Eastman, me falou do livro do Lévi-Strauss, Tristes Trópicos, e me deu de presente. Aí fui ler e fiquei apaixonado pelo livro e pelo autor, fiquei muito impressionado. La hauteur, l'approche intellectuelle, la dimension philosophique qu'il donne à ce discours sur le cours des civilisations fait que cette approche a été capitale pour mieux comprendre ce drame que nous vivons avec la mondialisation, c'est-à-dire la disparition de pensées que l'on disait primitives, que l'on disait archaïques, et que Lévi-Strauss, dans son approche philosophique, intellectuelle, a révélé être d'une complexité exceptionnelle. Je préparais l'agrégation de philosophie, vers quoi m'avait poussé moins une vocation véritable que la répugnance éprouvée au contact des autres études dont j'avais tâté jusque-là. À l'arrivée en classe de philosophie, j'étais vaguement imbu d'un monisme rationaliste que je m'apprêtais à justifier et fortifier. Il faut situer le milieu universitaire, l'université. C'est les professeurs. Ils sont convaincus que toute vérité doit être
distancié, mesuré et jamais sensible. Jamais de discours trop personnel. C'est déjà de l'anecdote. C'est déjà un épanchement de sensibilité. C'est de la littérature. Ce n'est pas scientifique. Là, j'ai commencé à apprendre que tout problème, grave ou futile, peut être liquidé par l'application d'une méthode, toujours identique, qui consiste à opposer deux vues traditionnelles de la question, à introduire la première par les justifications du sens commun, puis à les détruire au moyen de la seconde, enfin à les renvoyer dos à dos grâce à une troisième qui révèle le caractère également partiel des aspects complémentaires d'une même réalité, forme et fond, contenant et contenu, être et paraître, continu et discontinu, essence et existence, etc. Ces exercices deviennent vite verbaux, fondés sur un art du calembour qui prend la place de la réflexion. 5 années de Sorbonne se réduisaient à l'apprentissage de cette gymnastique dont les dangers sont pourtant manifestes. J'ai été élevé dans un milieu où on faisait de la peinture, on en voyait beaucoup. Mon père m'amenait tous les dimanches au musée du Louvre. Et la tradition musicale, en raison du rôle de mon arrière-grand-père sous le Second Empire, a été également très grande. C'est une éducation qui m'a donné d'abord une curiosité s'étendant à beaucoup de domaines, et je me suis vu successivement au cours de mon enfance devenir peintre ou devenir musicien ou compositeur de musique, toute chose à quoi d'ailleurs j'ai dû renoncer parce que je n'en étais pas capable. A quantidade de clichês que se diz sobre o pensamento de Lévi-Strauss é muito grande. E uma delas é que o pensamento de Lévi-Strauss é frio, abstrato. E é um pensador lógico, que privilegia o aspecto lógico. E, na verdade, é um dos pensadores que mais escreveu, um dos antropólogos que mais escreveu sobre a arte, sobre a dimensão sensível da experiência, né, foi Lévi-Strauss. Probablement, l'influence la plus profonde, c'est l'importance qu'avaient pour moi et qu'ont toujours pour moi les données du monde sensible. Ce qu'on peut voir, ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut toucher. Je me demande parfois si l'ethnographie ne m'a pas appelé, sans que je m'en doute, en raison d'une affinité de structure entre les civilisations qu'elle étudie et celles de ma propre pensée. Les aptitudes me manquent pour garder sagement en culture un domaine dont, année après année, je recueillerai les moissons. J'ai l'intelligence néolithique, pareille au feu de brousse indigène. Elle embrasse des sols parfois inexplorés. Elle les féconde peut-être pour en tirer hâtivement quelques récoltes et laisse derrière elle un territoire dévasté. Le père d'un de mes camarades de classe, il m'a engagé à lire les premiers ouvrages de Freud qui commençaient à être traduits. Et ça m'a très profondément marqué, non pas en ce qui concerne les aspects thérapeutiques de la psychanalyse, mais une philosophie qui s'en dégageait et qui me révélait que même ce qui, dans la nature humaine, paraît le plus absurde, le plus incohérent, pouvait avoir une rationalité très profonde. Je crois qu'il a offert la possibilité, la démonstration que l'esprit humain, consciemment et encore plus inconsciemment, fonctionne selon des règles très précises, très grammaticales, très géométriques. Et que, d'une certaine manière, tout est décryptable. Et qu'il y a dans l'inconscient humain des règles, et une écriture,
une manière de formuler les choses qui est possible à déchiffrer. Lévi-Strauss foi companheiro de viagem, literalmente, dos surrealistas. Atravessou o Atlântico com André Breton, ele conta a história no Tristes Trópicos. Conviveu com surrealistas, com Max Ernst, com outros em Nova York durante a guerra. Muito da sua experiência e muito da sua relação com a arte é mediatizada por essa convivência. A grande fascinação que vários dos surrealistas, não todos, mas vários deles tinham pela arte primitiva, chamada arte primitiva, era naturalmente compartilhada pelo Lévi-Strauss. Tanto o discurso do estruturalismo quanto do surrealismo dão uma enorme importância à noção de inconsciente. Certamente não se trata do mesmo inconsciente, mas certamente tão pouco é uma coincidência que essa noção tenha, digamos, desempenhe um papel tão importante nesses dois pensamentos. Vers ma 17e année, j'avais été initié au marxisme par un jeune socialiste belge connu en vacances. La lecture de Marx m'avait d'autant plus transporté que je prenais pour la première fois contact, à travers cette grande pensée, avec le courant philosophique qui va de Kant à Hegel. Tout un monde m'était révélé. Depuis lors, cette ferveur ne s'est jamais démentie. Et je m'applique rarement à débrouiller un problème de sociologie ou d'ethnologie sans avoir au préalable vivifié ma réflexion par quelques pages du 18 Brumaire de Louis Bonaparte ou de la critique de l'économie politique. Dans mes années d'adolescence, comme j'étais aussi très intéressé par la politique et que sous une autre influence, celle d'un jeune socialiste belge rencontré en vacances, je m'étais mis à lire Marx, j'y trouvais sur un autre plan quelque chose qui était un peu parallèle à ce que m'apprenait Freud, c'est-à-dire que la conscience se trompe toujours elle-même. Et de ce point de vue, qui est évidemment très théorique, et pas du tout pratique, ce sont deux influences qui m'ont marqué. À un niveau différent de la réalité, le marxisme me semblait procéder de la même façon que la géologie et la psychanalyse, entendues au sens que lui avait donné son fondateur. Tous trois démontrent que comprendre consiste à réduire un type de réalité à un autre, que la réalité vraie n'est jamais la plus manifeste, et que la nature du vrai transparaît déjà dans le soin qu'il met à se dérober. Je me considérais à cette époque uniquement comme un philosophe intéressé par la sociologie. Et quand j'ai eu cette chance de partir au Brésil, parce que mon idée, c'était non pas seulement de voir le monde, mais d'échapper à la routine de la philosophie en me tournant vers l'ethnologie, je suis allé rendre visite à Mauss et à Lévi-Brühl, que je ne connaissais pas du tout. Ils m'ont accueilli avec beaucoup de bienveillance, ils m'ont encouragé, mais à leurs yeux, je n'étais qu'un étudiant parmi les quantités d'autres, et qu'ils étaient heureux de voir partir sur des terrains lointains, mais auxquels ils n'avaient aucune raison de faire une confiance très grande. Ma carrière s'est jouée un dimanche de l'automne 1934, à 9h du matin, sur un coup de téléphone. C'était Célestin Bouglet, alors directeur de l'École normale supérieure. Avez-vous toujours le désir de faire de l'ethnographie? Certes. Alors posez votre candidature comme professeur de sociologie à l'université de São Paulo. Les faubourgs sont remplis d'Indiens. Vous leur consacrerez vos week-ends. Mais il faut que vous donniez votre réponse définitive à Georges Dumas avant midi. À ce moment-là, l'ethnologie n'existait pas beaucoup en France sur une base universitaire. Il n'y avait pas de chaire d'ethnologie dans les universités, seulement des chaires de sociologie. Et c'est
autour de 1925, que s'est fondé l'Institut d'ethnologie de l'Université de Paris, qui a été le premier centre de formation. Donc c'était une époque où les fondateurs, si je puis dire, de l'ethnologie française, Mauss, Lévy-Bruhl, Rivet, recrutaient. Ils se tournaient un peu vers ceux qui avaient été formés dans les disciplines voisines. Et donc, j'ai dit, ceux qui étaient mes maîtres, que j'aimerais bien faire de l'ethnologie dans un pays lointain, mais je n'ai pas choisi le Brésil. C'est le Brésil qui m'a choisi. Mieux qu'Athènes, le pont d'un bateau en route vers les Amériques offre à l'homme moderne une acropole pour sa prière. Ma pensée s'élève vers vous, survivant d'une arrière-garde qui a si cruellement payé l'honneur de tenir les portes ouvertes. Indien, dont à travers Montaigne, Rousseau, Voltaire, Diderot, l'exemple a enrichi la substance de quoi l'école m'a nourri. Huron, Iroquois, Caraïbes, Toupie, me voici. O pintor Paul Gauguin amou a luz na Baía de Guanabara. O compositor Cole Porter adorou as luzes na noite dela, a Baía de Guanabara. O antropólogo Claude Lévi-Strauss detestou a Baía de Guanabara. Pareceu-lhe uma boca banguela. E eu, menos a conhecera, mais a amara. Sou cego de tanto vê-la, de tanto tê-la estrela, o que é uma coisa bela. O amor é cego, Ray Charles é cego, Stevie Wonder é cego e o Albino Hermeto não enxerga mesmo muito bem. Uma baleia, uma telenovela, um alaúde, um trem, uma arara, mas era ao mesmo tempo bela e banguela a Guanabara. Em que se passará o raro pesadelo. Je me sens embarrassé pour parler de Rio de Janeiro, qui me rebute en dépit de sa beauté tant de fois célébrée. Comment dirais-je ? Il me semble que le paysage de Rio n'est pas à l'échelle de ses propres dimensions. Le pain de sucre, le corcovado, tous ces points si vantés paraissent aux voyageurs qui pénètrent la baie comme des chicots perdus aux quatre coins d'une bouche édentée. Si l'on veut embrasser un spectacle, il faut prendre la baie à revers et la contempler des hauteurs. Rio est mordu par sa baie jusqu'au cœur. On débarque en plein centre, comme si l'autre moitié, Nouvelle-Is, avait déjà été dévorée par les flots. No Noa Noa, Gauguin abre dizendo que a entrada da Baía do Tahiti é linda. Aí ele diz, não tão linda quanto a Baía do Rio de Janeiro, né? Gauguin, né? Essa música O Estrangeiro, eu comecei botando essas opiniões entusiásticas desses estrangeiros diante da beleza da Baía de Guanabara e incluí a do Lévi-Strauss, que diferentemente é negativa, ele acha feio, né? Ele achou feio, ele acha que parece uma boca desdentada, né? E eu, menos estrangeiro no lugar que no momento. Mais, pour qui vient d'arriver, tout cela vit d'une existence unique et globale. Ce qui m'entoure de toutes parts et m'écrase, ce n'est point la diversité inépuisable des choses et des êtres, mais une seule et formidable entité, le Nouveau Monde. L'État de São Paulo, aussi grand que la France, que les cartes de 1918 indiquaient encore aux 2 tiers,
territoire inconnu habité seulement par les Indiens, ne comptait, quand j'arrivais en 1935, plus un seul indigène. Heureusement, à défaut des faubourgs de São Paulo, à 3000 km dans l'intérieur, les Indiens étaient encore là. Índio descerá de uma estrela colorida, brilhante, de uma estrela que virá numa velocidade estonteante e pousará no coração do hemisfério sul, na América, num claro instante. Depois de exterminada a última nação indígena e o espírito dos pássaros das fontes de água límpida, mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias, virá. Je voudrais insister sur un autre point. Nous avons dit un mot de la nature. Mon intérêt pour les Amérindiens est bien connu. Mais il y en a un autre qui s'est affirmé au Brésil. C'est un intérêt pour le phénomène urbain. São Paulo, qui atteignait à peine le million d'habitants à ce moment-là, était une ville où on disait qu'il se construisait une maison par heure. Un esprit malicieux a défini l'Amérique comme un pays qui a passé de la barbarie à la décadence sans connaître la civilisation. On pourrait, avec plus de justesse, appliquer la formule aux villes du Nouveau Monde. Elles vont de la fraîcheur à la décrépitude sans s'arrêter à l'ancienneté. Au moment où les nouveaux quartiers se dressent, ce sont à peine des éléments urbains. Ils sont trop brillants, trop neufs, trop joyeux pour cela. En 1935, les polistes se vantaient qu'on construisit dans leur ville en moyenne une maison par heure. La ville se développe à une telle vitesse qu'il est impossible de s'en procurer le plan. Chaque semaine demanderait une nouvelle édition. Dans ces conditions, l'évocation de vieux souvenirs ressemble à la contemplation d'une photographie fanée. Au moins peut-il offrir un intérêt documentaire. Je verse les fonds de tiroir de ma mémoire aux archives municipales. Au Brésil, on pouvait assister sous une forme ramassée et dans le laps de quelques années à la création de cette réalité sociale extraordinaire qui est une ville et qui, dans les plus vieux pays, est le résultat de l'intervention de l'État, très certainement, mais surtout de milliers ou de millions de petites décisions individuelles. Et ce qui, en Europe, avait pris des siècles à se former, on le voyait au Brésil se réaliser en quelques mois, en quelques semaines, parfois en quelques jours. On dédaignait alors São Paulo comme une ville laide. Sans doute, les immeubles du centre étaient pompeux et démodés. Et pourtant, São Paulo ne m'a jamais paru laide. C'était une ville sauvage, comme le sont toutes les villes américaines. Des pâturages à vaches s'étendent au pied d'immeubles en béton. Un quartier surgit comme un mirage. Des avenues bordées de luxueuses résidences s'interrompent de part et d'autre de ravins. Leurs masses hétéroclites s'affrontent en un désordre figé. À l'abri de cette faune pierreuse, l'élite poliste, pareille à ses orchidées favorites, formait une flore nonchalante et plus exotique qu'elle ne croyait. Há uma lição sobre o Brasil ali, uma coisa que é dolorosa para a gente, mas que é verdadeira. Mas há também uma deformação da visão, há coisas que ele não poderia captar por estar longe, por ser um professor francês com uma formação muito sólida, num país muito
Como dizia Tom Jobim, muito difícil de ler, Tom Jobim dizia: o Brasil não é para principiantes. Então tem algo de grande sabedoria sobre o Brasil e tem algo que mereceria essa crítica do Tom Jobim. Du côté brésilien, nous étions bien sûr accueillis et patronnés par Giulio de Mesquita Filho, qui était le directeur de l'Estado de São Paulo et qui sortait d'une histoire politique très mouvementée, puisqu'il avait été un des leaders de la révolution constitutionnaliste de 1932 et qu'il avait même été exilé au Portugal. Et nous étions un peu le produit de cette aventure, puisque São Paulo, ayant été vaincu par le pouvoir central, a voulu reprendre du prestige sur le plan culturel. Et la création de l'université de São Paulo, me semble-t-il, en a été le résultat. Dans ce Brésil qui avait connu quelques éclatantes réussites individuelles, mais rares, Euclides da Cunha, Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, Villa-Lobos, la culture était restée, jusqu'à une époque récente, un jouet pour les riches. Et c'est parce que cette oligarchie avait besoin d'une opinion publique d'inspiration civile et laïque pour faire pièce à l'influence traditionnelle de l'Église et de l'armée, ainsi qu'au pouvoir personnel, qu'en créant l'université de São Paulo, elle entreprit d'ouvrir la culture à une plus large clientèle. A criação da Universidade de São Paulo se deu quando grupo da elite ligado à aristocracia cafeeira pensou em transformar o Estado de São Paulo e, portanto, a sociedade e o poder do Estado num poder onde se pudesse preparar as elites para o exercício da presidência da província de São Paulo, né? Aí pensou-se criar a Universidade de São Paulo, que formaria, digamos, os futuros dirigentes não só de São Paulo, como da nação brasileira. Então foi exatamente em 1934 que essa elite, formado por Júlio de Mesquita Filho, Fernando de Azevedo e Armando Salles de Oliveira, resolveram fundar a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras no dia 25 de janeiro de 1934. A ideia de universidade aqui em São Paulo veio amadurecendo lentamente. E já havia no Brasil uma ou duas instituições que se chamavam universidade, mas era apenas um nome que foi superposto a faculdades profissionais já existentes. Enquanto que a Universidade de São Paulo foi concebida de maneira diferente, não apenas englobar as faculdades já existentes, mas criar uma faculdade nova. Quand j'arrivais au Brésil pour participer à cette fondation, je considérais la condition humiliée de mes collègues locaux avec une pitié un peu hautaine. Je ne me doutais pas que 20 ans plus tard, mes élèves besogneux d'alors occuperaient des chaires d'université, parfois plus nombreuses et mieux équipées que les nôtres, servies par des bibliothèques, comme nous aimerions en posséder. A importância dos franceses foi fundamental. Eu fui aluno, meus professores foram todos franceses. No meu tempo eu só tive aulas em francês e italiano. Naquele tempo o francês se estudava em 4 anos de ginásio, às vezes 5. E a bibliografia era toda francesa. Então a gente entendia mais ou menos. Le groupe dont je faisais partie était le deuxième au Brésil. C'était en 1935 et nous formions une petite équipe qui comprenait un philosophe, Jean Mauguet, un géographe, Pierre Monbeg. Brodel est arrivé quelques jours, quelques semaines plus tard, mes liens les plus intimes ont certainement été pendant toute cette époque avec Pierre Monbeg, qui est resté un ami très cher. Nos étudiants voulaient tout savoir. Dans quelque domaine que ce fût, seule la théorie la plus récente leur semblait mériter d'être retenue.
L'université leur apparaissait comme un fruit tentant mais empoisonné. À ces jeunes gens, nous étions amenés comme des mages exotiques, par des fils de famille exécrés, parce qu'ils représentaient la classe dominante. Eu conheci muito antigos alunos do professor Lévi-Strauss e sempre houve uma grande unanimidade de respeito e entusiasmo por ele. Era um professor que não procurava brilhar, era um professor nada retórico, severo e que procurava levar os alunos muito aos problemas concretos da sociologia. Je dois dire que, enfin, je suis très heureux d'avoir pu mener simultanément une carrière de recherche et une carrière d'enseignement. Parce que l'enseignement m'a apporté une aide considérable en m'obligeant, si je puis dire, à jeter un pont entre ma propre pensée et celle de ceux qui voulaient bien m'écouter. Et l'enseignement a été en quelque sorte pour moi un principe régulateur. Que tous ceux d'entre vous qui jetteront les yeux sur ces lignes, charmants élèves, aujourd'hui collègues estimés, n'en ressentent pas de rancune. En pensant à vous, selon votre usage, par vos prénoms si baroques pour une oreille européenne, mais dont la diversité exprime le privilège qui fut encore celui de vos pères, de pouvoir librement, de toutes les fleurs d'une humanité millénaire, cueillir les frais bouquets de la vôtre. Anita, Corinne, Zénaïde, Cécile, et vous, Egon, Mário, Wagner, Nicanor, Rui, Lívio, Décio, Euclides, c'est sans ironie que j'évoque cette période balbutiante. C'était la découverte de l'intense curiosité intellectuelle qui régnait alors et dont nous étions en quelque sorte le résultat, puisque on avait voulu faire venir à São Paulo des Allemands, des Italiens, des Français pour apporter à la jeune société brésilienne, qui était alors en pleine ascension, un écho de ce qui se faisait en Europe, mais ils en savaient beaucoup plus que nous ne pensions. Et probablement, ce que nous avons pu leur apporter, ce ne sont pas des connaissances nouvelles, ils avaient tout lu. C'était une discipline, une méthode de pensée qui peut-être leur manquait un peu. Pensons à ce qu'était alors l'Europe et ce qu'elle est aujourd'hui. J'ai appris, en vous voyant franchir en peu d'années un écart intellectuel qu'on aurait pu croire de l'ordre de plusieurs décades, comment disparaissent et comment naissent les sociétés. Et que ces grands bouleversements de l'histoire qui semblent dans les livres résulter du jeu des forces anonymes agissant au cœur des ténèbres, peuvent aussi, en un clair instant, s'accomplir par la résolution virile d'une poignée d'enfants bien doués. Tocante, apesar de tudo, pode ser que num claro instante, dali, não é, surja uma força revolucionária, não é, libertadora, uma coisa assim, de entre aqueles estudantes ingênuos, desavisados, possa justamente num claro instante nascer uma visão revolucionária. Virá impávido que nem Mohamed Ali, virá que eu vi o axé do afoxé, filhos de Gandhi, virá que eu vi incrível e infalível como Bruce Lee, virá que eu vi apaixonadamente como Peri, virá.
cultural de São Paulo hoje é extraordinário. É de fato uma grande cidade cosmopolita. Neste processo, a Universidade de São Paulo ajudou muito. Trouxe para a cultura brasileira um novo espírito. Ela operou uma revolução cultural, ela contribuiu para que isso se espalhasse por todo o Brasil. Essa ideia dos fundadores da universidade foi uma ideia extraordinária. Eles tiveram a premonição, o sentimento de que uma cidade com esse futuro tinha que ter um equipamento cultural à altura. E isso a Universidade de São Paulo forneceu. Ce n'est donc pas de façon métaphorique qu'on a le droit de comparer une ville à une symphonie ou à un poème. Ce sont des objets de même nature. Plus précieuse peut-être encore, la ville se situe au confluent de la nature et de l'artifice. Elle est à la fois objet de nature et sujet de culture, individu et groupe, vécu et rêvé, la chose humaine par excellence. Dans les environs de São Paulo, on pouvait enfin observer et recueillir un rustique folklore. Fête de mai, où les villages s'ornaient de vertes palmes. Lutte commémorative, fidèle à la tradition portugaise, entre mouros et cristãos. Procession de nau catarineta, navire de carton gréé de voiles en papier. Pèlerinage à de lointaines paroisses protectrices des lépreux, où, dans les effluves crapuleux de la Pinga, des barres de métis, bottées, costumés d'oripeaux et prodigieusement ivres, se provoquaient au son du tambour à des duels de chansons satiriques. Le sociologue peut apporter son aide à cette élaboration d'un humanisme global et concret. Car les grandes manifestations de la vie sociale ont ceci de commun avec l'œuvre d'art qu'elles naissent au niveau de la vie inconsciente, parce qu'elles sont collectives dans le premier cas, et bien qu'elles soient individuelles dans le second. Mais la différence reste secondaire. Elle est même seulement apparente, puisque les unes sont produites par le public et les autres pour le public, et que ce public leur fournit à toutes deux leur dénominateur commun et détermine les conditions de leur création. Os professores franceses estabeleceram relações muito intensas com alguns intelectuais de São Paulo. Por exemplo, o Mário de Andrade, o Paulo Duarte, Caio Prado Júnior. E o Mário de Andrade, nesse tempo, era diretor do Departamento de Cultura. Nous avons fait ensemble plusieurs petites excursions ethnologiques, si je puis dire, dans les faubourgs et aux environs immédiats de São Paulo. Je crois que j'ai encore publié une photo de lui prenant des notes lors d'une fête, peut-être à Pirapora, Mogi das Cruzes, des localités environnantes. Mais il m'a énormément aidé, surtout à l'occasion de ma deuxième expédition, parce que nous étions en pleine Estado Novo et l'attitude vis-à-vis des étrangers n'était pas des plus sympathiques. Et pour vaincre les résistances administratives et politiques, nous avons, Mário de Andrade et moi, transformé ce qui était une mission française au départ en une mission franco-brésilienne. Senhor Prefeito, o professor Lévi-Strauss, da Universidade de São Paulo, e sua esposa, que é também notável etnógrafa, ex-assistente do professor Rivet no Museu Etnográfico do Trocadeiro, vão realizar uma excursão ao estado do Mato Grosso, a fim de estudar costumes dos nossos índios, bem como localizar, se possível, algumas tribos desaparecidas há 20 anos. O professor Lévi-Strauss está disposto a realizar essa excursão como delegado do Departamento de Cultura,
sem receber nenhuma remuneração por isso. Seria, entretanto, interessante obter dados mais positivos para o nosso arquivo etnográfico. E o professor Lévi-Strauss prontificou-se a tirar uma película cinematográfica, caso o Departamento de Cultura, que ficaria proprietário dessa película, corresse com as despesas desse trabalho. Atenciosamente, Mário de Andrade. O Lévi-Strauss, então, era casado com uma etnógrafa chamada Dinah Lévi-Strauss. Tanto Mário quanto o Lévi-Strauss se beneficiaram enormemente dos conhecimentos técnicos da Dinah. De certa forma, ambos foram instrumentalizados, ensinados a fazer pesquisa de campo pela Dinah. A Dinah desenhou as fichas que o Mário de Andrade adotava para fazer suas pesquisas de campo. E a mesma coisa ela fez com o marido. Ela fundou com o Mário, o marido, a famosa Sociedade de Etnografia e Folclore, criada pelo Mário durante o período dele à frente do Departamento de Cultura. Ela estava à frente da implantação dos estudos científicos etnográficos no Brasil. E foi decisiva tanto para o Mário aprender a fazer pesquisa, quanto para o Lévi-Strauss fazer pesquisa. E hoje em dia não se fala mais dela. Era uma espécie de elo perdido. Elle était, comme moi, une philosophe. Nous sommes tous les deux des professeurs, nous étions tous les deux des professeurs de philosophie. Et nous nous sommes donc ensemble un peu improvisés ethnologues. Il était convenu qu'elle s'occuperait surtout de la culture matérielle et c'est elle, chez les Cadouvéo et les Bororo, qui a fait la plupart des fiches d'objets que nous avons amenées. O Mário é um homem de grande destaque na cultura brasileira, é desnecessário dizer, Lévi-Strauss em escala mundial. Ambos ocupam, né, lugares absolutamente proeminentes e ninguém fala daquele elo de ligação que, no fundo, permitiu a ambos, né, que nesse campo específico, evidentemente, né, eles pudessem desenvolver os trabalhos que desenvolveram. Lévi-Strauss, quando vem para o Brasil, vem já com a intenção de conhecer os índios. Paralelamente à docência na Universidade de São Paulo, ele começou os preparativos para conhecer os índios aqui no Brasil. E no final do primeiro ano letivo, ele organiza e empreende, junto com a sua esposa, Dinah Lévi-Strauss, uma primeira expedição ao Brasil Central. La période de vacances universitaires au Brésil a lieu de novembre à mars. Je formais le projet de prendre contact avec deux groupes indigènes, les Cadihueo de la frontière paraguayenne, l'autre, mieux connu mais encore plein de promesses, les Bororo dans le Mato Grosso central. Au total, 3 jours de voyage dans un train chauffé au bois, roulant à vitesse réduite. Une centaine de kilomètres en deçà se trouvait une exploitation agricole que nous avions choisie comme base de départ pour atteindre les Cadihueo. La Fazenda Française occupait une bande d'environ 50 000 hectares, où le train roulait pendant 120 km. Sur cette étendue de broussailles et d'herbes sèches, errait un cheptel de 7000 têtes, périodiquement exporté vers São Paulo grâce au chemin de fer. La gare qui desservait l'habitation se nommait Guaicurus, rappelant le nom des grandes tribus belliqueuses qui régnèrent jadis sur ces contrées et dont, en territoire brésilien, les Cadihueo sont les derniers survivants. Il y a une soixantaine d'années, le peintre italien Guido Boggiani, qui voyageait dans le sud brésilien, résolut de visiter une petite capitale indigène située au milieu de marécages, sur la rive gauche du rio Paraguay. Mais lorsqu'il atteignit Nalique, centre de la civilisation Cadouvéo, un étrange spectacle l'attendait. Il rencontra une des dernières tribus descendantes de la grande nation guerrière Guaicurú, que les missionnaires du XVIIIe siècle ont décrite. Índio preservado em pleno corpo físico, em todo sólido, todo gás e todo líquido. Em átomos, palavras, alma, cor, em gesto, em cheiro, em sombra, em luz,
som magnífico. Num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico, do objeto sim resplandecente descerá o índio. E as coisas que eu sei que ele dirá, fará, não sei dizer assim de um modo explícito. Les Indiens Kadiwéo vivaient dans les basses terres de la rive gauche du Rio Paraguay, séparés de la fazenda française par les collines de la Serra da Bodoquena. Nos hôtes les tenaient pour des paresseux et dégénérés, voleurs et ivrognes, rudement chassés des pâturages quand ils tentaient d'y pénétrer. Quelle ne fut pas leur stupeur quand ils nous virent, quelques semaines plus tard, revenir avec des grandes jarres de céramique peintes et gravées, des cuirs de chevreuil enluminés d'arabesques. Ce fut une révélation qui entraîna chez eux un bizarre changement. Les Indiens, devenus leurs fournisseurs attitrés, étaient reçus à la fazenda, où on les hébergeait par familles entières en échange de leurs objets. Lévi-Strauss escreveu páginas célebres sobre essa arte, nas quais você já pode encontrar certas intuições fundamentais de Lévi-Strauss sobre, digamos, a natureza geral da atividade simbólica humana. É em torno da arte Kadiwéo que ele vai enunciar proposições fundamentais sobre a assimetria, sobre a hierarquia, sobre o desequilíbrio das estruturas, sobre o caráter sempre, digamos, diagonal e enviesado, como a própria arte Kadiwéo, que tem quase como um emblema a ideia de divisão do rosto em duas metades desiguais. Essa ideia da impossibilidade da simetria perfeita, a ideia mesmo que ele vai dizer depois, num livro, o último livro dele sobre mitologia, o História de Lince, publicado em 91, que ele vai dizer que o pensamento ameríndio atribui à simetria um valor negativo e mesmo maléfico. Então ela está dizendo assim, quando o Bujano existiu aqui, Bujano chegou aqui na festa, achou ele festando como hoje. Mas o Bujano sempre ele vem dar presente para o índio, ele traz essa miçanga, por isso que a gente usa. Essas senhoras são professoras nossas que nunca frequentaram uma faculdade, mas elas transmitem com toda a fidelidade a informação que nós temos em relação à visita do Lévi-Strauss. Ela conhecia quando ela era moça, então isso traz ela com bastante propriedade de ela dizer no passado as pessoas que vieram conhecer o Kadiwéo. Nalik, capitale du pays Kadiwéo, se trouve à 150 km environ de Guaycurús. Je reprends la marche dans une forêt pleine d'odeurs fraîches et de fruits sauvages. Genipapo à chair lourde et d'âpres saveurs. Guavira des clairières qui a la réputation de désaltérer le voyageur de sa pulpe éternellement froide. Ou cajou, révélateur d'anciennes plantations indigènes. Le plateau restitue l'aspect caractéristique du Mato Grosso du Sud. Herbe haute parsemée d'arbres. Dorénavant, nous sommes en plein Pantanal. Tantôt cuvette inondée entre des crêtes boisées, tantôt vastes étendues boueuses sans arbres. Bom dia. Bonjour. Dans de vastes maisons collectives, sans murs, il vit des jeunes filles aux cheveux noirs, coupés courts, belles comme des idoles d'Asie. Elles vivaient nues et passaient leur journée à se couvrir mutuellement le corps entier et le visage dans l'acide arabesque peinte d'une finesse et d'une élégance
inoubliable, Bodiane vécut de longs mois parmi ces hommes et ces femmes dont les arts, la vie, les gestes et même l'élocution avaient quelque chose de hiératique. On se sentait loin du passé, dans ce misérable hameau, d'où semblait avoir disparu jusqu'au souvenir de la prospérité qui avait rencontré le peintre explorateur Guido Boggiani, qui y séjourna à 2 reprises, en 1892 et en 1897, et laissa de ses voyages d'importants documents ethnographiques, une collection qui se trouve à Rome et un gracieux journal de route. Lévi-Strauss tem capítulo no Tristes Trópicos que é dedicado à interpretação da arte gráfica Caldwell, especialmente da pintura facial das mulheres Caldwell, que foram pinturas recolhidas primeiramente num livro célebre do Guido Boggiani, viajante e pintor italiano, e que Lévi-Strauss já conhecia o livro, mas quando chegou nos Caldwell, reencontrou a mesma tradição permanente, viva, dessa pintura facial Caldwell, que o fascinou. Durant notre séjour, une fête eut lieu pour célébrer la puberté d'une fille habitant une autre hutte. On commença par l'habiller à l'ancienne mode. On lui peignit les épaules, les bras et le visage de riches dessins. Dès après-midi, on se mit à boire de la pinga, c'est-à-dire de l'alcool de canne, les hommes assis en cercle. C'était bien une de ces solennelles beuveries déjà décrites par les auteurs du XVIIIe siècle. Ces paysans loqueteux, perdus au fond de leur déchéance même, n'en rendaient que plus saisissante la ténacité avec laquelle ils avaient préservé certains traits du passé. Les dessins corporels, exécutés avec une spatule de bambou, trempée dans le suc bleu-noir du fruit de génipape, ne se voient plus que sur les visages. Les indigènes ont complaisamment reproduit sur les feuilles de papier que nous leur confions les motifs improvisés chaque jour à la toilette matinale. C'est avec une étonnante sûreté de main, sans esquisse ni mesure, que sont tracées ces volutes, ces spirales et ces rinceaux. Aux femmes sont réservés les décors de la céramique et des pots et les peintures corporelles dont certaines sont des virtuoses incontestées. Leur visage, parfois aussi leur corps entier, sont couverts d'un lacis d'arabesques asymétriques alternant avec des motifs d'une géométrie subtile. Les très vieilles femmes semblent conserver la virtuosité ancienne. Por mais que os cadiveus tivessem uma posição miserável naquele momento, de fome, de dificuldade, no entanto, há uma coisa importante que continua ali, que é essa arte extremamente elaborada, né? E o sentido de que eles eram profundamente aristocratas, né? Eles eram os guaicurus, os senhores dos escravos, enfim, havia toda uma ideia de aristocracia ali muito interessante. Malheureusement, il ne m'a pas été possible de pénétrer la théorie sous-jacente à cette stylistique indigène. Les informateurs livrent quelques termes correspondant aux motifs élémentaires, mais ils invoquent l'ignorance ou l'oubli pour tout ce qui se rapporte aux décors plus complexes, soit qu'ils procèdent sur la base d'un savoir-faire empirique, transmis de génération en génération, soit qu'ils tiennent à garder le secret sur les arcanes de leur art. La rencontre avec les sociétés indiennes du Mato Grosso a été absolument déterminante pour Lévi-Strauss. Il les avait vraiment constamment à la pensée, notamment en rédigeant ces grands textes comme Race et Histoire, par exemple, et Culture et Histoire plus tard. Le ton très vibrant et très militant de ce travail qui s'inscrivait à l'époque. On sortait d'une guerre évidemment atroce, mais il y avait aussi cette expérience de ces sociétés qui à l'époque paraissaient en un sens vouées à une extinction absolument irrémédiable et en un sens vraiment moribonde, alors qu'on sait maintenant qu'en fait, Dieu merci,
à un certain moment, cette terrible spirale de destruction démographique, culturelle, etc., s'est un peu inversée. Et qu'en fait, en réalité, maintenant, beaucoup de ces populations indigènes connaissent un essor à la fois démographique et une sorte de revitalisation à la fois culturelle et politique très importante. Nós interagimos com a sociedade envolvente, mas sem deixar de ser indígenas. Temos uma língua própria, uma cultura própria, o nosso modo de viver é próprio. Porém, nós somos cercados pela diversidade da sociedade envolvente, mas somos o que somos. Estão tendo muitos filhos, é um ato de resistência, eles estão se multiplicando. Porque dizem para eles que eles não são mais índios, né? O índio para o brasileiro é aquele índio protótipo do Xingu, né? Do cartão postal, que tem uma visibilidade exótica. Se colocou roupa, tiver alguma coisa, já não é admitido. É uma imagem Iracema, José de Alencar, né? Construída pelo romantismo. Esse é admitido. E o índio já maltrapilho, esse já é um bugre. Bugre em francês significa ralé. Dependemos muito de ter terra, e terra de boa qualidade, de tamanho grande. Sem a terra não dá para trabalhar. A terra é vida. Não adianta você me trazer remédio quando não tenho terra. Se eu não tenho terra, eu não penso bem. Se eu não tenho terra, eu não produzo. Se eu não tenho terra, eu não como. Se eu não tenho terra, eu não tenho saúde. Se eu não tenho terra, eu não tenho casa. Então, terra é a central de toda essa sistemática toda. Porque você ter terra, sem ter condições de você desenvolver um trabalho, é quase que impossível você conduzir a sua própria vida. Corumbá, le 15 janvier 1936. Cher Mario, j'aurais voulu tenir le département de culture au courant de notre voyage d'une façon un peu plus régulière. Nous venons de terminer la première partie de notre travail. Pendant 1 mois et demi, nous avons circulé entre les divers groupes subsistants des Indiens Kadiwé. Les conditions matérielles sont évidemment dures. Dans le Pantanal, la chaleur est souvent écrasante, ce qui ne nous a pas empêché de grelotter certaines nuits à Naliki. Nous allons partir incessamment vers le Haut-San Lorenzo et les Bororo. Ce sera la fin de notre voyage. Claude Lévi-Strauss. Dans quel ordre décrire ces impressions profondes et confuses qui assaillent le nouvel arrivé dans un village indigène dont la civilisation est restée relativement intacte? Le choc est si fort qu'il déconcerte. Dans cet écheveau aux 1000 couleurs, quel fil faut-il suivre d'abord et tenter de débrouiller? Épuisement physique, faim, soif et trouble mental. Mais ce vertige d'origine organique est tout illuminé par des perceptions de forme et de couleurs. Habitations que leur taille rend majestueuses en dépit de leur fragilité, mettant en œuvre des matériaux et des techniques connus de nous par des expressions naines, car ces demeures, plutôt que bâties, sont nouées, tressées, tissées, brodées et patinées par l'usage. Au lieu d'écraser l'habitant sous la masse indifférente des pierres, elles réagissent avec souplesse à sa présence et à ses mouvements. À l'inverse de ce qui se passe chez nous, elles restent toujours assujetties à l'homme. Autour de ses occupants, le village se dresse comme une légère et élastique armure, proche des chapeaux de nos femmes plutôt que de nos villes. Parure monumentale, qui préserve un peu de la vie des arceaux et des feuillages, dont l'habileté des constructeurs a su concilier la naturelle aisance avec leurs plans exigeants. Empoleirado no telhado de uma cabana, como as araras que os índios criam por causa de suas plumas
eu tinha uma visão de conjunto da estrutura imutável das aldeias Bororo. Casa dos homens no centro, cabanas familiares, propriedade das mulheres formando um contorno circular. Uma fronteira invisível, transversal à casa dos homens, divide a aldeia em duas metades. Um homem nascido numa metade casa-se obrigatoriamente com uma mulher da outra. Sur une centaine de mètres, les maisons forment cercle autour de la maison des hommes. Séparées par un diamètre théorique, les deux moitiés du village doivent se marier l'une chez l'autre. Chaque hémicycle est à son tour divisé en groupes plus restreints, déterminés par la filiation maternelle. Ces clans, qui portent le plus souvent des noms d'animaux, se caractérisent par des obligations sociales et religieuses et par des privilèges de chant, de danse, de technique. É uma organização complexa, onde cada clã tem uma participação no funcionamento da dinâmica cultural do povo. Cada clã contribui com seus determinados afazeres, tanto de rituais como os trabalhos. São duas metades exogâmicas, que são os Echerai e os Tugareg, dividida no Baito, que é a casa das grandes realizações da cultura. Tem 4 clãs e dentro desses clãs tem outros clãs subdivididos com suas especificidades. Por ocasião das festas e das cerimônias, as mulheres se paramentavam com cinturões de contas, penduricalhos de dentes de animais. A primeira segura um leque. Por seu lado, os homens usavam adereços suntuosos, tufos de penas colados com resina, diadema de plumas, pingentes de unhas de tatu, arco com decoração brazonada. La nudité des habitants semble protégée par le velours herbu des parois et la frange des palmes. Ils se glissent hors de leur demeure comme ils se dévêtraient de géants peignoirs d'autruche. Joyaux de ces écrins duveteux, les corps possèdent des modelés affinés et des tonalités rehaussées par l'éclat des fards et des peintures. Support, dirait-on, destiné à mettre en valeur des ornements plus splendides. Touches grasses et brillantes des dents et crocs d'animaux sauvages, associés aux plumes et aux fleurs. Comme si une civilisation entière conspirait dans une même tendresse passionnée pour les formes, les substances et les couleurs de la vie. Antigamente enfeitava mesmo. Hoje em diante nós enfeita só para tiver funeral, uma brincadeira nossa. Antigamente não esperava se ter funeral ou não, vai enfeitando. É costume, né? Vers la 7e année, la lèvre inférieure est percée à l'aide du barigara. Certains articulés, en cuivre, un os ou un nacre, ornés de plumes et de cheveux de femmes et découpés dans les coquillages du fleuve. Le village de Quejara, où nous venions d'arriver, restait, avec les 2 autres qui composent le groupe de Rio Vermelho, Pobori et Jarudori, un des derniers où l'action des Salésiens ne s'était pas trop exercée. Car ces missionnaires ont mené simultanément d'excellentes enquêtes ethnographiques et une entreprise d'extermination méthodique de la culture indigène. Nós temos exemplo de outras aldeias que eram em círculo e com a chegada das missões salesianas, elas foram se desestruturando. São casas assim divididas de uma maneira totalmente diferente, com estruturas internas diferentes, né? Então isso, queira ou não queira, isso acarreta também na vida social, pessoal até da pessoa Bororo, né?
na parte das cerimônias, principalmente também. Aldeias quadrangular, né, quadradas, isso tem causado efeito, causou efeito, né, em outras comunidades que sofreram com essas influências, principalmente da religiosa. À Quejara habitait un indigène qui devait être mon interprète et mon principal informateur. Cet homme parlait assez bien portugais. Les pères l'avaient envoyé à Rome, où il avait été reçu par le Saint-Père. À son retour, on voulut, paraît-il, le marier chrétiennement et sans tenir compte des règles traditionnelles. Cette tentative détermina chez lui une crise spirituelle dont il sortit reconquis au vieil idéal Bororo. Il alla s'installer à Quejara. Tout nu, peint de rouge, le nez et la lèvre inférieure transpercés de la barrette et du labret, emplumé, l'Indien du pape se révéla merveilleux professeur en sociologie Bororo. Aqui, essa aqui que é a filha desse aqui. Filha do Cândido? Esse aqui que é o filho dela, esse aqui é o marido dele aqui, no dó. Uma continuando tudo era Claro. Mesmo jeito dá. C'est un mort qu'on célèbre. Le directeur de la danse rituelle a reçu les emblèmes funèbres. Mais la mort même est accompagnée de fêtes. Conduits par les battements subtils des hochets rituels, les chœurs s'élèvent, s'amplifient, précipitent ou ralentissent leurs mouvements. O funeral Bororo é um grande baluarte da cultura indígena dos povos brasileiros. Ele é um ponto importante que conseguiu fazer com que o povo se afirmasse, aguentasse todo esse processo de influência do mundo do não-índio, né? O povo Bororo, desde muito tempo, realiza esse ritual e até hoje, e eu creio, com esse processo de conscientização, com a continuação dos trabalhos, com a aprendizagem dos mais novos, creio continuar, né, por muito tempo ainda. Acompanhar o ritual dia a dia, assim como a gente acompanhou, é evidente que a gente compreende uma parcela pequena das coisas. Eu acho impossível você não sair com outra maneira de encarar a morte. É difícil sair até sem um pouco de inveja. Como é difícil de sair sem alguma pacificação com a ideia da morte. Il n'existe probablement aucune société qui ne traite ses morts avec égard. Aux frontières même de l'espèce, l'homme de Néandertal enterrait aussi ses défunts dans des tombes sommairement aménagées. Sans doute, les pratiques funéraires varient selon les groupes. A iminência da morte dispara o processo funerário. O primeiro passo é enfeitar todo moribundo, né? Ainda vivo. Então o Bororo morre todo emplumado, pintado, enfeitado, bonito. A presença no centro da aldeia
eu penso que tem mesmo a intenção de estabelecer a importância do fato, né? A dedicação ao fato e a dedicação ao morto. Né? Certaines sociétés laissent reposer leurs morts. Moyennant des hommages périodiques, ceux-ci s'abstiendront de troubler les vivants. S'ils reviennent les voir, ce sera par intervalles et dans des occasions prévues. Et leur visite sera bienfaisante, les morts garantissant par leur protection le retour régulier des saisons, la fécondité des jardins et des femmes. Tout se passe comme si un contrat avait été conclu entre les morts et les vivants. En échange du culte raisonnable qui leur est voué, les morts resteront chez eux et les rencontres temporaires entre les deux groupes seront toujours dominées par le souci des intérêts des vivants. O processo funerário envolve momentos de confraternização, são oportunidades de encontro. Os bororos da aldeia do nascente, os bororos da aldeia do poente. Da mesma forma que, ao longo do processo funerário, você tem uma série de rituais que são de aproximação com elementos de natureza, que são as formas, porque bororo transitou até chegar à condição humana. Les bororo considèrent que leur forme humaine est transitoire entre celle d'un poisson, par le nom duquel ils se désignent, et celle de l'ara, sous l'apparence duquel ils finiront leur cycle de transmigration. Bororo não morre, né? Bororo troca de condição, porque antes de ser bororo, ali naquela condição que ele vive naquele momento, né? O bororo pensa, entende e acredita que antes dele ser humano, bororo, ele foi arara, ele foi ipê, ele foi buriti. La mort est à la fois naturelle et anticulturelle. C'est-à-dire que chaque fois qu'un indigène meurt, non seulement ses proches, mais la société tout entière sont lésés. Le village organise une chasse collective, confiée à la moitié alterne de celle du défunt. Expédition contre la nature, qui a pour objet d'abattre un gros gibier, de préférence un jaguar, dont la peau, les ongles, les crocs constitueront le mori du défunt. Mas não tem dia marcado para poder caçar, não. Se ele caça qualquer dia, mas o dia que ele achar a onça, já vinga a morte da pessoa. Au moment de mon arrivée à Kejara, un décès venait de se produire. Il s'agissait d'un indigène mort au loin dans un autre village. Je ne verrai donc pas la double inhumation, qui consiste à déposer d'abord le cadavre dans une fosse couverte de branchages au centre du village, jusqu'à ce que les chairs soient putréfiées, puis à laver les ossements dans le fleuve, les peindre et les orner de mosaïques de plumes collées, avant de les immerger dans un panier, au fond d'un lac ou d'un cours d'eau. Mas é a mulher que faz o baqueté para poder colocar o osso do finado para colocar tudo aí dentro. Mas não é a mulher que mexe lá, quem mexe lá é o homem que mexe lá. Só fazer o baquetezinho para poder fazer a limpeza do osso lá, já leva na lagoa, aí limpa lá, aí bota no baqueté, seca ele, bota no baqueté, aí traz. Aí quando na hora da funerária enfeita, passa o urucu no osso tudinho. Na cabeça dele também, que na cabeça dele colocar pena, já passa tudo, já coloca, guarda na baqueté de novo, para poder levar para o cemitério. Il n'est pas surprenant que les cérémonies funéraires s'étendent sur plusieurs semaines. Le mort doit être incorporé à la société des âmes. Telle est la fonction du Loya Kurileo, grand chant funèbre auquel j'allais avoir la chance d'assister. D'abord,
les danseurs se produisaient seuls, répartis en 2 quadrilles se faisant face aux extrémités du terrain. Plus tard, des femmes s'intercalaient entre les danseurs. Na hora de cantar mesmo, onde era ritual, aí misturou com a mulherada a noite inteira. À noite e dia também. 3 jours après, les cérémonies s'interrompirent pour permettre la préparation du second acte, la danse du marido. 2 équipes d'hommes allèrent dans la forêt chercher des brassées de palmes vertes qui furent d'abord effeuillées, puis sectionnées en tronçons de 30 cm environ. On fabriqua 2 échelles inégales qui furent ensuite enroulées sur elles-mêmes, formant 2 disques pleins. Ce sont les maridos, respectivement mâle et femelle. Marido e medo, isso é grande. É macho. Marido arede. Arede que nós trata é a mulher. Aqui está saindo detalhe. Vai fazer uma roda para poder carregar. Tem que cada bacoroto. Ils représentaient les âmes des morts, venus de leurs villages d'Orient et d'Occident pour accueillir le nouveau défunt. Je pensais à Homère, à Eunice, retenant avec peine les fantômes conjurés par le sang. Mais tout de suite, la cérémonie s'anima. Des hommes empoignaient l'un ou l'autre marido, les hissaient à bout de bras et dansaient sous ce fardeau jusqu'à ce que, épuisés, ils laissassent un concurrent le leur arracher. Quando ele dança 2, 3 vezes, aí o outro pega, dança 2, 3 vezes, aí já vai revezando. Anda. Aí tem uma pessoa que pega a cabaça, ele já faz ele dançar com esse aqui. La scène n'avait plus le caractère mystique du début. C'était une foire où la jeunesse faisait valoir ses muscles dans une ambiance de sueur, de bourrade et de colibé. Et pourtant, ce jeu, dont on connaît des variantes profanes chez les populations parentes, telles les courses à la bûche des geais du plateau brésilien, possède ici son sens religieux le plus plein. Dans un désordre joyeux, les indigènes ont le sentiment de jouer avec les morts et de gagner sur eux le droit de rester en vie. As influências do mundo externo, elas são intensas. Se houver um processo de conscientização, interesse dessa nova geração, podemos fazer a manutenção dessa cultura, dessa riqueza. Perdemos muito se a gente for olhar para trás. O que a gente temos em mãos, eu acho que devemos segurar. Então, cabe a essa nova geração, né, a essas novas lideranças, com a participação dos mais velhos, né, no processo de aprendizagem, construir para que possamos ter um futuro otimista. Aux moralistes, la société Bororo administre une leçon. Qu'il écoute ses informateurs indigènes. Ils lui décriront, comme ils l'ont fait pour moi, ce ballet où 2 moitiés de village s'astreignent à vivre et respirer l'une par l'autre, échangeant les femmes, les biens et les services dans un fervent souci de réciprocité, mariant leurs enfants entre eux, se garantissant l'une à l'autre que la vie est éternelle, le monde secourable et la société juste. Na cultura Bororo você tem que ouvir para depois aprender, analisar cada detalhe, como se organiza um Bororo na parte da plantação, na parte da cultura. Cada qual domina, são doutores de certas áreas. O Valentim, a parte da agricultura, o seu Kadagari domina a parte do xamanismo, também dos grandes rituais. O seu Álvaro, que domina a parte cerimonial também e da organização do trabalho. A gente procura, assim como outros jovens, estar participando, olhando, observando e sendo chamado a atenção pelos senhores para a gente poder estar observando cada detalhe, para eles, para nós também, sendo uma coisa preciosíssima.
Namoro. Un an après la visite au Bororo, toutes les conditions requises pour faire de moi un ethnographe avaient été remplies. Bénédiction de Lévi-Bruhl, Mauss et Rivet. Exposition de mes collections dans une galerie du Faubourg Saint-Honoré. Conférences et articles. J'obtins des fonds suffisants pour une plus vaste entreprise. Ele estava querendo partir em expedição, essas expedições não tinham interesse, digamos, para a universidade, e o Lévi-Strauss está caminhando para realizar essa segunda expedição. Portanto, ele não se candidata à renovação do seu contrato na USP. En traversant la partie la moins connue du plateau, j'espérais trouver dans la savane les représentants les plus occidentaux du groupe G. Et, parvenu dans le bassin du Madeira, pouvoir étudier les vestiges inédits des 3 autres familles linguistiques sur la frange de leur grande voie de pénétration, l'Amazonie. Une des conditions posées par les autorités brésiliennes était que l'expédition serait sous la surveillance d'un fiscal. La directrice du Museo Nacional à Rio de Janeiro, Maria Eloisa Torres, qui m'a toujours, elle, témoigné une extrême bienveillance et beaucoup d'amitié, a désigné Luis de Castro Faria, qui était tout jeune, il était mon cadet de quelques années, j'étais moi-même pas très vieux, pour être le fiscal de l'expédition. Cássio Farias participa dessa expedição e depois se torna um professor muito importante no Museu Nacional e que vai formar gerações de intelectuais no Museu Nacional. Je lui suis très obligé d'avoir publié récemment ses souvenirs parce qu'il tenait son journal de façon plus scrupuleuse que je ne le faisais. Et en lisant la manière dont il a lui-même vécu ses aventures, j'arrive à repréciser un certain nombre de points. Cher monsieur, je vous écris d'Utiaraliti, où nous sommes arrivés hier en camion, après un voyage difficile. Cette région du Brésil est un désert broussailleux et désespérant, au travers duquel nous avons roulé pendant 700 km. Malheureusement, le travail s'annonce d'une difficulté extrême. Aucun interprète possible et langue d'une phonétique qui m'apparaît pour l'instant inabordable. Ma femme et moi vous envoyons toutes nos amitiés. L'année nomdiquaire se divise en 2 périodes distinctes. Pendant la saison pluvieuse, d'octobre à mars, chaque groupe séjourne sur une petite éminence surplombant le cours d'un ruisseau. Les indigènes y construisent des huttes grossières avec des branchages ou des palmes. Le jardinage fournit des ressources alimentaires suffisantes pendant une partie de la vie sédentaire. O Lévi-Strauss foi o primeiro a, de fato, fazer justiça à complexidade sociológica e à complexidade intelectual da, digamos, contribuição ameríndia à humanidade. Ele, por outro lado, também, apenas num certo sentido, retoma o fio de uma conversa que começou no século XVI com a descoberta da América e que deixou alguns marcos memoráveis, como, por exemplo, a obra do Montaigne, com a qual, acho, Lévi-Strauss retoma o diálogo como uma espécie de espelho, como uma espécie de fonte de autocrítica, fonte de desconstrução das próprias condições da civilização e da cultura ocidentais. Au début de la saison sèche, le village est abandonné et chaque groupe éclate en plusieurs bandes nomades. Pendant 7 mois, ces bandes vont errer à travers la savane à la recherche du gibier. Petits animaux surtout, tels que larves, araignées, sauterelles, rongeurs, serpents, lézards, et de fruits, graines, racines ou miel sauvage, bref, tout ce qui peut les empêcher de mourir de faim.
il fallait tous les talents de l'intelligence, mais les talents de l'écrivain, du photographe, toute sa personnalité pour convaincre une opinion très réticente. Les sauvages avec des plumes, ces sauvages avec des scarifications et des tatouages. Faut-il croire que véritablement ils ont une pensée? Je puis vous dire que l'occidental n'en a guère convaincu. Il a fallu beaucoup d'audace, de l'ethnologie d'abord, et de ces grands maîtres de l'ethnologie, tels que Lévi-Strauss, Malinowski, les frères Boas, Darcy Ribeiro, pour nous en convaincre. Et j'ose me dire que l'opinion n'en est guère convaincue. Les Nambiquaras éprouvent pour leurs enfants et manifestent à leur égard une très vive affection, et ils sont payés de retour. Quand ils sont contrariés, les enfants frappent volontiers leur mère, et celle-ci ne s'y oppose pas. Les enfants ne sont pas punis, et je n'ai jamais vu battre l'un d'eux, ni même esquisser le geste, sauf par plaisanterie. Aussi, le spectacle d'une mère avec son enfant est-il plein de gaieté et de fraîcheur. On ne peut pas assister à cette destruction sans être profondément ému ou scandalisé. C'est le père qui raconte aux enfants les mythes traditionnels en les transposant dans un style plus compréhensible pour les petits. Tout le monde était mort, il n'y avait plus personne, plus d'hommes, plus rien. Ainsi commence la version enfantine de la légende sud-américaine du déluge, auquel remonte la destruction de la première humanité. J'ai réfléchi à ces problèmes qui sont la rencontre brutale entre des peuples d'une autre histoire et la nôtre. Nous, comme une baleine, tout ce qui est devant nous, on l'absorbe. Et comme nous sommes très cyniques et très habiles, nous occidentaux, nous offrons à ces peuples, au titre du développement, tous les poisons qui vont les détruire. Pour moi, qui les ai connus à une époque où les maladies introduites par l'homme blanc les avaient déjà décimés, je ne voudrais conserver en mémoire que ce tableau repris de mes carnets de notes où je le griffonnais une nuit à la lueur de ma lampe de poche. Le visiteur qui, pour la première fois, campe dans la brousse avec ses peuples, se sent pris d'angoisse et de pitié devant le spectacle de cette humanité si totalement démunie. Écrasée, semble-t-il, contre le sol d'une terre hostile par quelque implacable cataclysme, nue, grelottante, auprès de feux vacillants. Mais cette misère est animée de chuchotements et de rires. Les couples s'étreignent, comme dans la nostalgie d'une unité perdue. On devine chez tous une immense gentillesse, une profonde insouciance, une naïve et charmante satisfaction animale, et, rassemblant ces sentiments divers, quelque chose comme l'expression la plus émouvante et la plus véridique de la tendresse humaine. Nous sommes en bout de course, nous les Blancs, nous l'Occident. Et qui va donner ce nouveau souffle? Une autre humanité qui est en réserve, qui est à l'écart, avec leur sensibilité et le sacré, leur perception du monde, sans aucun doute, une des sèves de l'humanité. D'autant plus qu'ils protègent la terre. La terre est sacrée. Alors que nous nous trouvions encore à Uchihaliti, une épidémie d'ophtalmie purulente s'était déclenchée parmi les Nambiquara. Cette infection les gagnait tous, provoquant des douleurs abominables et une cécité qui risquait d'être définitive.
la bande fut complètement paralysée. Ils se soignaient avec une eau où ils avaient laissé macérer une certaine écorce, instillée dans l'œil au moyen d'une feuille roulée en cornet. La maladie s'étendit à notre groupe, d'abord à ma femme, qui se trouva si gravement atteinte qu'il fallut l'évacuer définitivement. Ensemble chez les Bororo et les Kaluleo en 1935. Et nous étions ensemble au début en 1938, mais là, très peu de jours après notre arrivée, était contaminée par une épidémie d'ophtalmie purulente qui sévissait chez les Nambikwara. Et il a fallu l'évacuer d'urgence, si bien qu'elle n'a pas participé à la deuxième expédition. À bord du Florida, 18 août 1938. Cher monsieur, on vient de me remettre votre lettre et je suis profondément touchée par ce que vous avez exprimé. Elle m'a un peu consolée de la déception de ne pas vous avoir vu. Qui sait maintenant pour combien de temps? Je voudrais vous dire ici, mais peut-être cela va-t-il vous déplaire, que j'ai pris moi aussi une part profonde à tous les graves ennuis que vous avez eus. Je voudrais savoir que l'avenir vous réserve des compensations. Je sais que ce sujet vous est pénible et je n'insiste pas. Vous pouvez imaginer aisément mon désespoir d'avoir dû abandonner mon mari et la mission. Si ce n'est qu'une épreuve, je l'accepterai comme telle. Je suis aussi un peu déprimée moralement, mais cela aussi passera, sans doute. Rentrerons-nous tous dans l'ordre? Merci encore de votre lettre, cher monsieur, et aussi de la revue. J'aimerais infiniment avoir aussi de temps à autre des nouvelles de vous. Affectueusement, Dina Lévi-Strauss. Quant à moi, j'étais allé jusqu'au bout du monde à la recherche de ce que Rousseau appelle les progrès presque insensibles des commencements. Derrière le voile des lois trop savantes des Kaliweo et des Bororo, poursuivre ma quête d'un état qui, dit encore Rousseau, n'existe plus, qui n'a peut-être point existé, qui probablement n'existera jamais, et dont il est pourtant nécessaire d'avoir des notions justes pour bien juger de notre état présent. Mardi, 27 décembre 1938. Je me hâte de vous écrire, cher monsieur Mario d'Andrade, avant que l'année finisse, me réjouissant d'obéir une fois aux commandements sociaux. Comme l'on est heureux, quand l'on peut, même sur des points insignifiants et de détails, se trouver en un accord avec une société qui plus souvent vous heurte, vous indigne par ses irrationalités, ses absurdités. Le mal social est plus intellectuel encore que moral, comme toujours. Comme toujours, c'est l'esprit qui est malade. Heureux,
ceux qui croient à une raison transcendante. Heureux les pauvres en esprit. En effet, j'ai été fort mécontente de ne recevoir que la seconde de vos 2 lettres. Si tant est que cette poétique invention soit exacte. Ne vous fâchez pas. Même s'il s'agissait d'une invention, elle serait charmante et agréable, et par là, l'emporterait sur la réalité. A vossa impiedade é uma impiedade perfeitamente de bico de pássaro. Essa parte dura, irresistível e desacomodada que torna os pássaros menos pássaros. Mas com essa única exceção da vossa impiedosa curiosidade, a senhora é pluma, é pena de ave. Eu me imaginava de ver a senhora um desses altos oiseaux de passage. Agora, os vossos olhos estão salvos, e é tão feliz de vos saber assim, alta nas alturas, vendo com a vossa fria acuidade europeia, nós, gentilles âmes imparfaites. Mais le Brésil est si loin que quand vous recevrez cette lettre, vous aurez oublié la vôtre. Les vôtres, prétendez-vous. Vous n'avez que pensée, pensée grecque, pensée latine, clarté, soleil et pauvre honnêteté. Je ne peux que vous insulter très doucement, vous plaçant du côté de la Minerve d'Orin. Moi, je m'en fous des vertes nébuleuses forestières, mais je ne danse plus au chant rustique des pans. Je me débat sous les mains encore trop puissantes de Diane. Mais vraiment, elle exagère sa vertu. Très doucement, Mário de Andrade. Pour moi, le fondamental est tout ce qui, passion intellectuelle ou autre, est capable de mener d'un bout à l'autre la vie d'un être. Notre travail n'est pas non plus ce qui peut remplir une existence humaine, ni la vôtre. Mon mari vague encore par nécessité professionnelle dans des régions non civilisées. Les jours sont brefs, comme des coups de fusil. Pour oublier la fatigue, je laissais mon esprit travailler à vide. Au rythme de la marche, de petits poèmes se formaient dans ma tête. Amazone, chère Amazone, vous qui n'avez pas de sein droit, vous nous en racontez de bonnes, mais vos chemins sont trop étroits. Si vous avez directement ou indirectement des nouvelles de mon mari, pouvez-vous me les transmettre? Et si vous écrivez une lettre, pouvez-vous ne pas la déchirer? Même si la composition ne vous en semble pas suffisamment parfaite. Recevez, cher monsieur, mon bien amical souvenir. Dina Lévi-Strauss. São Paulo, le 14 septembre 1938. Cher Mário, dans la bousculade de l'arrivée, je ne puis envoyer qu'un mot bien hâtif, mais je ne veux pas manquer ce premier courrier. La joie du retour a été diminuée par l'absence de tant d'amis, vous surtout et Paulo Duarte. Quant au voyage, il a été long et difficile, mais je n'oublierai jamais ces 8 mois. Ils ont été remplis d'expériences passionnantes. Scientifiquement parlant, nous rapportons, je crois, un beau matériel et beaucoup de nouveau. De quoi modifier profondément les connaissances actuelles. Sincèrement, je pense que l'expédition fera date. Je termine en hâte.
Croyez, je vous prie, cher monsieur, à mon amitié bien fidèle et dévouée. Claude Lévi-Strauss. L'histoire précolombienne de l'Amérique devenait une succession d'images kaléidoscopiques où le caprice du théoricien faisait à chaque instant apparaître des spectacles nouveaux. Tout se passait comme si les spécialistes d'outre-Atlantique cherchaient à imposer à l'Amérique indigène cette absence de profondeur qui caractérise l'histoire contemporaine du Nouveau Monde. Ces perspectives ont été bouleversées par des découvertes qui reculent considérablement la date où l'homme a pénétré sur le continent. Índio descerá de uma estrela colorida, brilhante, de uma estrela que virá numa velocidade estonteante e pousará no coração do hemisfério sul, na América, num claro instante. Nous savons qu'il y a connu et chassé une faune aujourd'hui disparue. La présence de certains de ces animaux implique des conditions climatiques très différentes de celles qui prévalent actuellement et qui ont requis plusieurs millénaires pour se modifier. Il faut donc admettre que l'homme était déjà présent en Amérique voici au moins 20 000 ans. No Saudade do Brasil, ele escreve sobre as confirmações das suposições que ele fez na época de Tristes Trópicos. E ele apresenta vários indícios de que parece que houve ali coisas grandes e cidades, até muito mais tarde do que se pensava, do que ele próprio tinha sugerido nos Tristes Trópicos, né? Ele diz que até o período do descobrimento do Brasil, assim, veio até muito tarde. Ele fala que agora tem esse conhecimento de que há documentos que atestam a existência de cidades brancas e com construções sofisticadas e com uma cultura material desenvolvida ali nas margens do rio Amazonas. Comme ces fleurs japonaises en papier comprimé qui s'ouvrent quand on les met dans l'eau, l'histoire précolombienne de l'Amérique retrouve tout à coup le volume qui lui manquait. Tá isso tudo em aberto. O Lévi-Strauss está convencido de que o que houve nos Andes é mais consequência de algo que saiu do que deu nos Marajoara, né? Do que o contrário, entendeu? E também ele, aquelas cidades brancas. Les peuples de la préhistoire ont des dispositions neuronales plus grandes que les nôtres. Nous n'avons plus de mémoire. On peut imaginer que l'humanité va avoir des facultés très amoindries dans le temps à venir. E aquilo que nesse momento se revelará aos povos surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto quando terá sido o óbvio. Le monde a commencé sans l'homme et il s'achèvera sans lui. Pourtant j'existe, non point certes comme individu, car que suis-je sous ce rapport, sinon l'enjeu à chaque instant remis en cause de la lutte entre une et autre société, formée de quelques milliards de cellules nerveuses abritées sous la termitière du crâne, et de mon corps qui lui sert de robot. Le moi n'est pas seulement haïssable, il n'a pas de place entre un nous et un rien.
Bonjour. Bonjour. Pas plus que l'individu n'est seul dans le groupe et que chaque société n'est seule parmi les autres, l'homme n'est seul dans l'univers. Lorsque l'arc-en-ciel des cultures humaines aura fini de s'abîmer dans le vide creusé par notre fureur, tant que nous serons là et qu'il existera un monde, cette arche ténue qui nous relie à l'inaccessible demeurera, montrant la voie inverse de celle de notre esclavage et dont, à défaut de la parcourir, la contemplation procure à l'homme l'unique faveur qu'il sache mériter. Suspendre la marche, retenir l'impulsion qui l'astreint à obturer l'une après l'autre les fissures ouvertes au mur de la nécessité et à parachever son œuvre en même temps qu'il clôt sa prison. Cette faveur que toute société convoite et qui consiste à saisir l'essence de ce qu'elle fut et continue d'être, en deçà de la pensée et au-delà de la société. Dans la contemplation d'un minéral plus beau que toutes nos œuvres, dans le parfum plus savant que nos livres, respiré au creux d'un lys, ou dans le clin d'œil alourdi de patience, de sérénité et de pardon réciproque qu'une entente involontaire permet parfois d'échanger avec un chat. Depois de exterminada a última nação indígena e o espírito dos pássaros das fontes de água límpida, mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias, virá impávido que nem Mohamed Ali, virá que eu vi o axé do afoxé, filhos de Gandhi, virá que eu vi, incrível e infalível como Bruce Lee, virá que eu vi, apaixonadamente como Peri,